Salut toi! Si tu vis pour manger et que tu t'intéresses à ce qu'il y a dans ton assiette, alors tu es au bon endroit. Moi c'est Audrey, j'ai créé Crack Boom Miam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui, à leur manière, réinventent et font évoluer de par leur vision ou leur pratique le monde de l'agriculture et donc la gastronomie. Tous les 15 du mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr, de te mettre l'eau à la bouche. Vous écoutez Crack Boom Miam. Dans cet épisode, nous rencontrons Guillaume Foucault, qui nous accueille dans son établissement vendômois, le Pertica. Cependant, ce n'est pas en sa qualité de chef que nous sommes venus discuter, mais plutôt concernant son projet. Enfin, ses projets, qui ne sont d'autres que recréer une race de vaches percheronnes et réhabiliter le Poiré du Perche. Un projet ambitieux qui, avec des acteurs impliqués et en l'espace de quelques décennies, a pour ambition de réinventer le métier de paysan. Prenez place à l'une des tables du restaurant et dégustez ces projets jusqu'à la dernière miette. Miam. Miam. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Foucault. Merci Guillaume. Merci à vous. Qui va nous parler d'un projet absolument incroyable qu'il est en train de mener pour réhabiliter le Poiré du Perche et la race de vaches percheronnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet concernant le Poiré et la vache percheronne ? Alors concernant le Poiré, le projet c'est de refaire tout simplement du Poiré qui n'a jamais été réalisé, disons, à l'échelle commerciale. Tout simplement, ça a toujours été paysan sur la partie sud du Perche qui est la nôtre, qui est voilà, l'essentiel de là où on trouve des poirées dans le Perche, qui sont totalement autochtones. Et donc l'idée c'est de commencer à le mettre en lumière parce que là ça faisait 50 ans ou 60 ans que ça commençait sérieusement à disparaître. Donc ce sont des poiriers qui ont 200 à 300 ans quand même. Et donc voilà, c'est ce qu'on commence à faire avec des vignerons, tout un réseau de ramasseurs de poires. Et puis un jour on peut peut-être rêver à aller jusqu'à une AOP. Et ça, je pense que ce sera dans un deuxième temps, quoi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Poiré, qu'est-ce que c'est ? Le Poiré, c'est ce que certains appellent le cidre de poire. C'est-à-dire que ce sont tout simplement des poires qui sont ramassées de grands poiriers, qui, comme je disais tout à l'heure, qui font 20 mètres de haut. Et donc on presse comme une pomme pour le cidre, quoi, exactement pareil, sauf que après, gustativement, c'est beaucoup plus fin. On est vraiment à mi-chemin entre un cidre et un champagne. Et d'ailleurs, ce que les anciens appelaient le champagne de poire, en fait, dans la région. Ensuite, pour ce qui est de la percheronne, donc la vache percheronne, l'idée est clairement de redonner du sens au territoire, en partie avec des éleveurs qui sont aujourd'hui passionnés, pour tenter un jour de officialiser finalement la race de vache percheronne qui a existé finalement avant sur nos territoires, et aussi dans un premier temps d'accompagner cette bête d'un cahier des charges qui est hautement qualitatif. C'est-à-dire qu'en gros, on a un minimum de 60% de haies autour de chaque prairie. On a calé les choses à 7 poiriers pommiers de variétés autochtones, donc greffés par la main d'homme, de variétés totalement autochtones, aussi pour boucler la boucle avec les ramasseurs de poires, etc. Et pour que les vaches en fait, se nourrissent soit des fruits directement, soit du mou qui reviendrait des presses. Et l'idée étant de se reposer sur ce qui fait l'identité de notre Perche et ce qui a toujours été culturellement ici, pour pouvoir en faire une bête d'exception et donc de rendre fiers à la fois les éleveurs, mais aussi les gens du cru, les gens qui y habitent, etc. Oui, donc créer une vraie synergie entre l'agriculture, le socio, l'économique, la poire utilisée dans tous ses états, puis la viande, puis la vie des paysans. C'est quoi l'histoire derrière ce projet ? Alors, l'histoire globalement en fait, du projet, moi, c'est que je suis revenu dans la région et j'ai finalement, je peux dire aujourd'hui, j'ai initié en fait tous ces projets-là qui n'étaient encore même pas regardés il y a 5 ans, que personne ne regardait d'ailleurs. Vous aviez des vieux poiriers dans les haies, vous aviez des agriculteurs qui disaient que de toute façon ici il n'y avait rien. Moi, ce sont des paroles qui m'ont profondément marqué quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit que quelque part, avec le métier que j'avais choisi, je pourrais probablement tenter de changer un peu la donne. Et puis de me dire, qui sait, peut-être qu'on pourra dire un jour que si on l'a réussi chez nous, on peut le faire partout en France. C'est ce que j'aime aussi, moi, de mon pays, c'est que pour avoir bourlingué un peu partout, même dans le monde, je me suis vite aperçu qu'ici, on a une chance incroyable. C'est globalement partout en France,
on peut faire une demi-heure de route dans un sens ou dans un autre. On se retrouve dans une région très différente, donc avec des sous-sols différents, des traditions différentes, etc. Honnêtement, ça fait voilà, peut-être 50-60 ans que ça commence à être lessivé tout ça. Et je pense que de nos générations, il est temps de regarder un petit peu autour de soi, voir derrière soi, pour pouvoir mieux faire l'avenir. Oui, parce que dans votre projet, je pense directement, vous parlez de haies, donc je pense au remembrement. Ça a dû être une véritable catastrophe pour la perte des espèces locales. Oui, ça a été compliqué. Les poiriers, par exemple, mine de rien, les poiriers qu'on retrouve aujourd'hui sont encore dans les haies, donc qui n'ont pas été arrachés. Les poiriers qui étaient, ou les pommiers qui étaient en plein milieu d'un verger, forcément, eux, ont disparu. Maintenant, c'était doublement compliqué parce que, enfin, je sais pas exactement, j'ai pas creusé pour ce qui est des autres régions, mais quand vous savez que l'une des identités essentielles de ce que faisait le paysage du Perche était la haie, c'est un peu comme si vous retirez l'eau à la Camargue, quoi. Au bout d'un moment, vous avez des pertes d'identité et des pertes de repères pour les gens qui y habitent, hein. Donc, à part mener ces projets incroyables, vous êtes aussi chef et vous avez votre propre restaurant qui s'appelle le Pertica à Vendôme. Est-ce que votre carrière de chef vous a apporté des choses pour la gestion et l'organisation de ce projet? Honnêtement, je ne pense pas parce que je suis même, je pense, un peu un extraterrestre en fait dans mon métier. Parce que je connais très peu de monde qui va aussi loin dans la démarche. On peut être valorisateur en fait d'un terroir, et c'est même la tendance d'être chef et valorisateur d'un terroir. Mais là, de reprendre les choses à la source pour motiver les gens. Alors, je dis pas que j'ai fait les choses tout seul, bien au contraire. Mais oui, non, je suis des fois vu comme un dingue ou quelqu'un qui n'est pas compris, quoi, disons pas par certains de mes collègues, parce que je vais très très loin dans la démarche, mais moi c'est ce qui me fait vivre, c'est de pouvoir me servir finalement de mon métier et d'une certaine aura qu'on peut avoir nous en tant que chef de cuisine pour s'en servir et donner du bonheur aux gens. Et justement, vous parliez, donc vous n'êtes pas tout seul. Qui avez-vous fédéré autour de vous pour mener ces incroyables projets? Dans un premier temps, j'ai eu la chance de connaître certaines personnes qui travaillaient à la Chambre d'agriculture, à qui j'ai parlé, alors pas de mes projets, mais de ma vision des choses. Je les ai amenés dans des salons très spécialisés, qui parlaient de certains agriculteurs qui osaient faire des choses qui marchaient économiquement, etc. Et j'aurais montré finalement qu'on pouvait allier projet durable et qui avait du sens, hein, avec le terroir sur lequel on était, et puis projet économique, parce que souvent, finalement, quand on discute avec des gens très terre à terre et souvent du métier, souvent les gens du métier sont sculptés soit à l'école ou même dans la société pour se dire que de toute façon l'héritage des grands-parents ne vaut rien et qu'il faut forcément écouter ce que l'on a entendu à l'école et faire comme tout le monde. Et le faire comme tout le monde, c'est tellement important dans une ruralité, c'est essentiel. Et donc j'ai montré qu'il existe d'autres solutions et qu'on pouvait aussi donner un peu de sens en fait à ce que l'on faisait et se donner un peu plus la main et faire en sorte que déjà on vive correctement de ce que l'on fait, parce qu'il fallait que ce soit quand même bien payé et faire en sorte de donner quelque chose à nos enfants qui soit plus durable et plus intelligent. Dans les éleveurs que vous avez rassemblés, c'est plutôt des jeunes agriculteurs ou c'est aussi, il y a tout Il y a tout, enfin ouais, il y a vraiment tout. Pour certains, c'est une passion d'élevage, mais c'est aussi, certains se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne pourront pas, dans 5 ans, revendre leur ferme, donc ils essaient de trouver un peu des subterfuges, et parce que la ferme n'est pas rentable, c'est aussi l'un des malaises en fait, de la région et de la France de manière générale, c'est qu'aujourd'hui l'élevage est vraiment en train de baisser, parce que c'est beaucoup de contraintes, parce que les jeunes veulent partir en vacances, et l'élevage c'est 7 sur 7. Hein. Donc il faut vraiment avoir des passionnés, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de freins partout. Je vois dans le nord du Perche, par exemple dans l'Orne, ils ont un immense problème, c'est aussi qu'ils n'ont pas d'abattoir. Et de faire des kilomètres ou une heure et demie de route pour aller amener un animal, c'est d'énormes freins, et c'est aussi la bonne occasion ou peut-être la bonne excuse pour arrêter l'élevage. Donc on s'aperçoit que finalement l'avenir de certains territoires se joueront à des projets d'envergure comme ceux qu'on est en train de porter, je pense, hein, associés au fait que vous ayez un abattoir auprès de chez vous. Vous aurez potentiellement peut-être plus d'élevage dans 50 ans ici que vous en avez dans certains autres endroits qui pourtant des fois sont plus vallonnés et donc plus aptes à être des territoires d'élevage. Miam. En parlant des haies et donc des poiriers qu'il y a dedans, vous avez à peu près combien de variétés de poiriers dans ces haies qui sont utilisées pour ce fameux cidre de poire?
Alors, pour les variétés, on ne sait pas exactement. C'est-à-dire que nous, on a une petite ferme à Sargé-sur-Bray. On a des variétés dont on n'a pas les noms. On les a montrées à l'association des Gros Cœurs de Pommes, qui est une association qui milite pour le maintien de ces variétés. Ils ne les connaissent pas. Il est possible que moi, j'ai des variétés chez moi, que mon voisin n'a pas, et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc à première vue, moi je dirais environ pas moins de 50-60 variétés totalement autochtones qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est qu'à vue d'œil. Je pense que c'est un peu comme, si des vignerons l'écoutent, c'est un peu comme je pense la vigne avant le phylloxéra. C'est-à-dire que il y a eu des hybrides, des choses, des machins, les oiseaux qui ont mangé le fruit, qui ont mis le pépin un peu plus loin, qui a donné un fruit différent de ses parents et donc qui donnera des fruits aromatisés différemment, etc. etc. C'est génial parce qu'en fait, on met en place tout un réseau, parce que ça n'a jamais existé en dehors des gens qui faisaient du poiré pour eux. Et donc des jeunes ramasseurs, là par exemple l'an dernier ils étaient 2, là ils passent à 6 ramasseurs. Normalement 2 vignerons donc aujourd'hui en font. L'an prochain je pense plus. En fait les ramasseurs démarrent en général sans trop savoir. Et l'année d'après ça marche toujours, c'est qu'ils sont passionnés par le truc parce que finalement à chaque fois qu'ils découvrent un nouveau verger, un nouveau propriétaire, un cas de poirier, l'autre qu'on a 3, etc. Ils découvrent toujours des nouvelles variétés. Tous les ans, ils en découvrent. Et est-ce qu'on peut se procurer ce poiré du Perche actuellement ? Oui, il faut appeler le domaine des Capriades, qui est sur la vallée du Cher, qui est le premier à avoir commencé à en faire. Et donc, il continue à en faire. Là, on devrait être à près de 5000 bouteilles, je pense, cette année. Il faut se dépêcher parce que ça part déjà au Japon. Ça part un peu partout, donc ça commence à plaire beaucoup. Puis l'an prochain, j'espère, normalement, on devrait faire le premier salon Bulle au Centre qui se fait normalement sur la vallée du Cher depuis un certain nombre d'années, essentiellement sur le raisin, donc qui est assez particulier en France puisque l'essence de ce salon, ce sont les bulles. Et l'idée, c'est aujourd'hui de le faire une année sur 2, donc à Mondoubleau dans le Perche, du Loir-et-Cher, de le faire essentiellement autour du cidre et du poiré. Donc avec des Italiens, Suisses, il y a des Espagnols qui doivent venir, des Géorgiens aussi, peut-être des Japonais aussi. Et l'année d'après, autour du raisin, toujours sur la vallée du Cher. Et donc une année sur 2. Donc là, logiquement, il devrait y en avoir à ce moment-là. Et le fait de redynamiser ces haies, de recréer ces variétés, c'est l'essence même de la permaculture, parce que je me doute que c'est sans intrants, sans pesticides. Ben oui, en tout cas, après chacun fera comme il le veut, mais pour le moment, tous les vignerons, enfin les 2 vignerons qui en font, sont très sensibles et font tout un travail avec les ramasseurs pour que les poiriers qui sont en bordure de champs, qui sont, disons, en agriculture intensive, soient laissés de côté. Parce que eux travaillent avec des taux de soufre très très limités, donc ils ont besoin quand même de fruits qui sont plus résistants en fait. Pour l'instant, c'est laissé de côté, après chacun fera comme il le souhaite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à imposer des prix, disons, pour que ce soit intéressant pour tout le monde, que ce soit porteur et surtout durable. On est les plus hauts prix aujourd'hui en termes de prix à la tonne. Il n'y a pas plus élevé en France que chez nous en fait. Donc on veut démarrer assez haut pour que ce soit justement durable. Dans le côté vache, dans le côté Oui. percheronne, donc c'est une vache à viande. Et comment on fait pour recréer une race de zéro ? Alors en fait, c'est une race à viande, sauf que comme pour la majorité des races en France, c'était une race qui faisait les deux, quoi. Et donc on va même essayer sur le lait, même si elle n'a pas forcément une réputation de faire énormément de lait, mais on va quand même tenter de faire quelques petites choses avec, parce que la majorité des gens qui le font sont déjà des laitiers en fait à la base, donc en fait ils n'ont pas besoin de matériel en plus. On fait en sorte de retrouver finalement le sang en fait de la percheronne a été finalement intégré dans une race qui s'appelle la saunoise. Et c'est un peu l'histoire des races finalement, c'est-à-dire que à l'origine des races, vous aviez quelqu'un en gros qui s'est baladé un peu partout en France et qui partait dans telle ou telle localité et qui disait finalement ça c'est une vache typée de telle région et compagnie. L'idée de race finalement est arrivée avec les comices agricoles, c'est-à-dire fin 19e, début 20e. Et donc c'est là où on a commencé à rassembler toutes les races pour en faire des plus productives, etc. à juste titre. Et donc nous, ce que l'on aimerait, c'est justement d'extraire ça, ce que les Saunois ont fait avec la Maine-Anjou. Il y a plus de 20 ans, la Saunoise n'existait pas, c'était une Maine-Anjou finalement. Et donc nous, l'idée, c'est de refaire la même chose, le même travail que les Saunois ont fait avec la percheronne. Après, faire notre travail sur la carcasse bien particulière, etc. Et juste d'un point de vue gustatif, puisque la percheronne, ça fait donc 100 ans que la race a disparu, je ne pense pas qu'on ait de traces écrites du goût qu'elle avait. Enfin, en fait, elle n'a jamais disparu, elle n'a jamais été officialisée finalement. Ouais. Vous, gustativement, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre ?
Je veux atteindre l'excellence. Et non, mais en tout cas, ce que je veux, c'est avoir des produits goûteux. Donc après, ça veut peut-être pas dire grand-chose pour la majorité des personnes, mais l'idée, c'est d'y amener un goût. Et donc aujourd'hui, beaucoup de viandes lambda qui ne coûtent pas cher, entre guillemets, n'ont pas de goût. Je pourrais résumer un peu les choses comme ça. Sur le veau, c'est exactement pareil. Donc après, l'idée, c'est certes, on s'est fait accompagner de quelqu'un qui est un ami, qui est un boucher à Clermont-Ferrand, qui est initiateur du fin gras du Mézin, qui est l'excellence de ce qui se fait en France, hein, qui eux ont un goût de viande qui leur est propre, hein, puisqu'on est donc le fin gras du Mézin, c'est en Haute-Loire, hein, et donc on est en moyenne montagne. Elle a le goût de ce que le territoire leur donne. Maintenant, moi, l'idée, c'était vraiment de ne pas faire du fin gras du Mézin dans le Perche. L'idée était vraiment de se reposer sur ce qui a toujours fait en fait nos qualités et faire en sorte d'avoir un goût très particulier. On est même parti sur des bases qui sortent un peu de la logique d'AOP. L'AOP souvent cherche à avoir un goût très longiligne en fait à tout moment. L'idée est de travers l'AOP souvent de coller à ce que le client veut ou peut ressentir et non pas en fait à une logique de conservation d'un paysage ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faudrait finalement, là, les pommes par exemple, les animaux vont forcément en manger voilà, en saison, en automne et en hiver. Il n'y en aura pas en été. Et alors je ne sais pas si un jour on pourra en avoir un AOP, mais l'idée était vraiment de coller à ce qui pouvait se faire avant et qui pouvait donner en fait une particularité à la viande. Donc est-ce que ce sera une certaine cohérence avec un AOP? Je ne suis pas toujours sûr. Parce qu'aujourd'hui, la logique de l'AOP, c'est un peu finalement hors sol par rapport à la logique de ce que l'on aimerait nous, en fait. Nos priorités, nous, c'est la conservation finalement de certaines variétés de fruits qui donc sont ingérés par les animaux. Les pousses aussi de ronces, les pousses d'épines noires qui vont nourrir aussi les animaux, qui ont des goûts de mûres, d'amandes amères, etc. dans les haies. Mais ça, c'est printanier, les pommes, c'est automne-hiver. Alors logiquement, il est possible que vous ayez à terme, quand tout ça sera bien mis en place, une viande en fait qui sera légèrement différente l'hiver, du printemps, etc. Et c'est ce que l'on veut finalement. C'est ce qui fait la vie finalement. Et les logiques d'AOP, souvent, si je me trompe pas, mais ça je mets des gros guillemets à ça, c'est que finalement, si vous goûtez demain un cidre AOP, cidre du Perche, hein, il faut qu'il soit exactement le même toute l'année. Et d'un propriétaire quasiment à l'autre, c'est-à-dire avec un juste équilibre d'acidité, d'amertume et machin, tout ça. Alors que la réalité des choses, c'est qu'il y a 100 ans, vous preniez des cidres du Perche, hein, certains avaient des pommes un peu plus amères, d'autres avaient des pommes plus acides. Donc finalement, on était plus sur une logique de conservation de variété pour la variété plutôt qu'une espèce de ligne d'uniformisation du goût, quoi. Et ça, dans la temporalité, vous l'incluez dans quelle forme de timeline? Je sais pas, on peut imaginer ou on peut espérer avoir une reconnaissance de race dans 20 ou 30 ans. Nous, on initiera les choses et ce sera les autres qui finiront, je pense. Après, c'est pour ça qu'on a aussi démarré un travail de fond, parce que moi, je trouve que retrouver une race comme retrouver en fait des variétés de poires pour les mettre dans un genre de musée vivant, pour moi, ça n'avait pas grand intérêt. Il fallait vraiment qu'il y ait un intérêt économique, et donc identitaire, et donc d'une fierté régionale, etc., pour que ce soit porteur et durable. Donc l'idée était que l'on l'amène en fait d'un cahier des charges. Et donc là, ça a été 3 ans de travail où il a fallu amener le matin, à 4 heures du matin, les éleveurs à Rungis avec l'un des meilleurs bouchers de France qui leur montrait un peu la concurrence, le ci, le ça, le débouché qu'il pouvait y avoir, etc. Parce qu'on s'aperçoit que l'un des freins qu'il peut y avoir dans nos campagnes, c'est pas le savoir-faire, certainement pas. Beaucoup d'agriculteurs ne rêvent pas et donc finalement se consomment là où ils peuvent, c'est-à-dire près de chez eux, et près de chez eux c'est souvent les supermarchés. Les supermarchés c'est pas forcément d'une grande qualité et donc ne s'autorisent pas à penser que un jour on peut faire un fromage de grande qualité et qu'il y aura forcément un débouché. Voilà, quand on connaît un peu les villes, on sait qu'il peut y avoir, en allant chercher les petites fromageries, etc., un peu partout en France, hein, et il y a une demande et il y a une vraie demande. Par contre, le ticket moyen est bien plus élevé. Pour des micro-filières, c'est possible. Mais c'est pas évident de le faire comprendre parce que ces mêmes personnes, d'une part, ne s'autorisent pas à rêver et en fait ne sont pas consommateurs de ce genre de produits. Donc quand on n'est pas consommateur, c'est doublement compliqué de leur faire comprendre les choses, quoi. L'idée de l'exigence de la vache, plus on pourrait penser à du mouton de présalé ou du bœuf de Kobe. Complètement. Ouais. Donc revenir à une histoire de saisonnalité en fait. Ah bah complètement, oui. Et puis être respectueux de tout ça. Et puis je le dis encore une fois, c'est aussi d'y mettre un prix en face. Hein, parce que jusqu'à maintenant, les agriculteurs étaient... Enfin, moi je le vois parce que ça me passionne tout ça finalement. C'est d'avancer avec des gens sans carcan, sans... On est aussi aujourd'hui, je trouve, dans une société où quand on regarde les médias, quand on les écoute, etc.,
On est quand même beaucoup dirigé par des citadins, alors peut-être qu'il y a de plus en plus de questions qui se posent par rapport à ça et c'est tant mieux. Donc aussi la société est dirigée aussi vers un certain discours qui plaît à certains citadins. Et moi ce que j'aime là-dedans c'est finalement de ne pas avoir de carcan, pas d'œillère et d'écouter tout le monde. Même des gens moi, qui me font pas toujours plaisir parce que ça me ramène des fois à une enfance où j'ai vu des choses qui n'étaient pas très plaisantes à voir. Mais en même temps, si on met pas les pieds dedans, on changera rien, quoi. Et moi, l'intérêt de tout ça, finalement, c'est de me dire, bon allez, j'ouvre la porte à tout le monde, et puis j'écoute tout le monde, et on parle de plus en plus honnêtement et entier. Et donc, quand on connaît les problèmes de chacun, on peut mieux les résoudre, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça faisait des années que je réfléchissais à l'idée de tout ça, finalement. C'est-à-dire, on s'aperçoit que finalement, effectivement, les haies dans le Perche, mais comme ailleurs, c'était avant tout une contrainte. À la fois parce qu'au niveau de l'Europe, c'est pas reconnu. Et puis aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, même si on peut toujours essayer de les défendre, mais pour un agriculteur qui a 200 hectares, c'est essentiellement une contrainte. Il faut l'entretenir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est du terrain en moins, donc des subventions en moins. Donc en fait, il a fallu prendre la solution à l'inverse en se disant comment on peut faire, comment moi, demain, en tant que cuisinier, qui à première vue n'a pas beaucoup de pouvoir là-dedans, je peux faire pour leur amener les choses comme étant une chance. Et finalement, je l'ai vite trouvé avec tous ces projets-là, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cet hiver, il va y avoir plusieurs kilomètres de haies de replanter, plusieurs centaines de poiriers de pommiers qui vont être replantés sur le territoire, ce qui n'est jamais quasiment arrivé depuis la nuit des temps, quoi, sur notre territoire. Et tout ça parce que voilà, on a réussi à leur trouver une solution, on s'est donné des objectifs de prix et qu'il faut que ça passe par là. Je veux dire, je suis désolé, mais les supermarchés sont pas la base en fait. Beaucoup de gens prennent les prix de supermarché comme une base, mais ce n'est pas une base. C'est les plus bas prix qui puissent exister. Et je pense honnêtement à l'idée que demain sera certainement fait de gens qui mangeront moins de viande, mais de la meilleure. Donc l'idée était d'aller dans ce sens-là et de se dire, de toute façon, sur une micro-filière comme la nôtre, parce qu'aujourd'hui on a 8 éleveurs, mais il y en a d'autres qui vont rentrer. On va forcément pas avoir uniquement un débouché local, mais beaucoup plus national, peut-être même un jour international. Et l'idée étant de partir à l'inverse. La tendance qu'il y a aujourd'hui aussi, c'est de faire du local pour du local, sauf qu'en faisant du local, vous mettez en concurrence les voisins. Et moi, je pense que c'est aussi l'une des problématiques qu'il y a eu en termes de rapport de ruralité, c'est d'avoir pendant ces dernières décennies des gens qui se mangeaient le nez, entre guillemets, pour être polis, les uns les autres, pour aller récupérer les hectares de celui qui allait tomber à la retraite, qui allait passer devant, qui allait mettre plus cher que l'autre, donc les gens se parlent plus. Enfin, des histoires comme ça, il y en a énormément en fait dans la ruralité. Et ça a été encore en plus, parce que j'aime bien me mettre des difficultés, de me dire comment on fait pour que les gens aient un peu plus envie de se donner la main plutôt que de se bouffer le nez, quoi. Et donc l'idée de créer en fait des entités régionales entières avec des gens de coopération, des coopératives finalement, coopératives positives, était je pense pour moi la solution. C'est-à-dire d'une part ça donnait un rayonnement au moins régional si c'est pas national à un territoire, et puis ça donnait à terme aussi envie à des gens de venir sur un territoire, passer un week-end, 2 semaines, je sais pas, de vacances, parce que le rayonnement en fait de cette ruralité, c'est en fait une vache, comme vous pouvez avoir le cas en Aubrac, où 90% je crois des gens qui arrivent en Aubrac veulent voir une chose, c'est la vache d'Aubrac. À quel moment c'est venu cette prise de conscience et ce déclic de s'investir comme ça, genre pendant vos études, plus tôt, plus tard? Moi c'est venu au moment du collège, je pense, ouais. Mon collège ou quand j'étais enfant. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis comme beaucoup de gens dans le Perche qui a été très marqué par les arrachages de haies, etc. Et j'ai jamais compris, ou j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les gens, entre autres agriculteurs, étaient assez acharnés, parce que là sur le coup, autour de chez mes parents c'était le cas, étaient acharnés à vouloir arracher les moindres arbres, qui pour moi étaient synonymes de vie, pour semer. Alors la mort, je sais pas, c'est peut-être un bien grand mot, mais on n'est pas très loin de ça, quoi. Ça m'a toujours trotté dans l'esprit, et associé au métier que j'avais choisi, je me suis vite rendu compte que finalement vous aviez des régions dans lesquelles ça se passait différemment, ou alors je dirais pas à l'opposé, mais en tout cas différemment. Et c'était souvent lié en fait à une espèce de fierté identitaire locale qui faisait que quand on réussissait en fait à stimuler en fait une fierté identitaire, c'était lié aussi à l'héritage en fait de ce que les parents donnaient. Et bien là en fait vous aviez des comportements totalement différents. Et depuis je m'aperçois même que quand vous commencez comme ça, que les gens finissent par en être convaincus. Ils finissent même par réutiliser les sables locaux pour faire des enduits parce que c'est très ocré, c'est orangé, c'est jaune, c'est magnifique, et ci et ça.
comme ce qu'on appelle chez nous les sables du Perche, qui sont très très marqués, comme les sables du Roussillon, qui n'étaient plus du tout utilisés. Et plus les gens, certaines personnes en tous les cas, s'intéressent à tout ça et voire même sont très partie prenante dans ce genre de projet, plus ils cherchent à dynamiser, à identifier finalement leur territoire par des traditions ou ce qu'ils veulent voir comme des traditions, et c'est tant mieux. Alors que ces mêmes personnes, 5 ans avant, en fait, faisaient comme un agriculteur qui pouvait être en Bretagne ou ailleurs en fait en France, c'est-à-dire avait la belle barrière en zinc, machin, le truc. Alors qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes vendent sur le bon coin la barrière en zinc pour faire une belle barrière en bois qui grince quand on l'ouvre, etc. Et ça, c'est des gens qui ont 200-250 hectares, quoi. Donc c'est génial. Je pense que les clés, j'ai commencé à les trouver finalement. Voilà. Oui, parce que toute l'agriculture uniformisée, cotée, réglementée par les règlements nationaux et européens, est-ce que c'est un frein vraiment pour votre projet là en ce moment ? Ah, c'est un énorme frein, oui. Il a même fallu des fois que certains journalistes viennent pour que j'apprenne des choses auprès des agriculteurs, comme quoi, par exemple, la haie est vue au niveau de l'Europe comme étant quelque chose de non productif. Ce qui fait que l'agriculteur qui tente de conserver ses haies, malgré déjà la mentalité globale qui les montre du doigt en faisant en sorte que les autres ne le font pas, donc pourquoi toi tu le ferais, etc., c'est déjà pas évident. Mais en plus, c'est un terrain non productif, ce qui fait qu'en fait, un agriculteur doit retirer toutes ces bandes de terre qui concernent en fait les haies pour pouvoir les retirer, et il n'aura pas d'aide en fait européenne de tout ça. Donc en sachant qu'aujourd'hui, il est montré qu'avec des déchiqueteuses, etc., c'est tout à fait rentable, et donc c'est productif. Et malgré cela, en fait, l'Europe met énormément de temps à changer d'avis, mais c'est dommage parce que finalement, c'est l'Europe qui, en partie, montre le mauvais exemple, quoi. Et pour les gens qui vous pensent passéiste, qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Voilà, je pense pas, enfin moi j'ai pas de vision passéiste du tout de tout ça. C'est oui, ça pourrait être effectivement la petite critique qui reviendrait, etc. J'ai trop vu justement en fait dans ma vie des gens qui partaient du principe, comme dans l'agriculture, qu'il fallait absolument tourner la page, mettre de côté tout l'héritage que l'on avait pour pouvoir repartir toujours d'une page nouvelle. Sauf que ça marche pas. Enfin, je trouve ça extrêmement vantard de pouvoir imaginer qu'en l'espace d'une génération, on pourrait faire aussi bien que des gens qui ont hérité en fait du regard de celui qui était là avant et encore avant de plusieurs siècles, hein, et de se dire moi je tourne la page et moi je suis. Enfin, c'est peut-être aussi la particularité de nos générations depuis l'après-guerre, quoi, de vouloir toujours faire mieux que les anciens et d'avoir un espèce de regard comme ça très hautain. Et moi je ne suis pas du tout comme ça. Je pars du principe que si des gens, des êtres humains ont passé des générations à observer les choses qu'il y avait autour d'eux, etc., pour pouvoir faire de mieux en mieux, jamais de la vie, moi qui en plus en est déconnecté plus ou moins de la nature, qui n'y est pas, je veux dire, tous les matins et toute la journée, je pourrais me permettre de faire mieux. Enfin, c'est complètement ridicule. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de regarder le passé pour mieux faire l'avenir. Noter les leçons. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Mais bon, je trouve ça un peu ridicule. Mais du côté en fait de ce perche-là, donc le perche du Loir-et-Cher, il y a toujours un sentiment de... Enfin, c'est compliqué parce que historiquement et culturellement, les gens en parlent pas beaucoup, mais on a culturellement toujours été tiraillé entre un Vendôme qui se voulait comme terroir de vigne. Donc souvent, culturellement, les terroirs de vigne veulent se voir plus grands et plus, comme je disais tout à l'heure, plus on remonte dans les générations et plus les gens ont des a priori et aiment exister à travers le fait d'écraser l'autre, hein, finalement. Et cette partie du Perche du Loir-et-Cher a toujours été vachement tiraillée entre dépendant du Vendômois, avec un Vendômois qui le regardait de haut en disant vous êtes les gens qui sont les pieds dans la boue et nous on a les pieds dans la vigne. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là encore aujourd'hui. Et puis un perche de l'Orne là-bas qui se veut comme étant le cœur du perche, le plus beau du perche, etc., qui n'a pas envie de nous reconnaître. Et c'est marrant parce que finalement tout ça, ça vous donne quelque chose qui est très proche un peu comme un enfant qui ferait partie d'une fratrie de 4 et qui serait délaissé. C'est souvent celui qui arrive plus que les autres. Et il y a un peu ce truc-là parce que quand vous regardez la maison botanique aujourd'hui qui a été créée par Dominique Mention, c'est une vraie référence. Il n'y a pas un quart de ça dans le Perche de l'Orne. Quand vous regardez même la commanderie d'Arville, aujourd'hui, où les élus demandent à intégrer le parc, on sait déjà qu'au moins cette nouvelle commune là, dont fait partie la commanderie des Templiers va forcément intégrer le parc parce que le parc veut absolument que la commanderie en fasse partie.
et plein de choses comme ça en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a une espèce de truc comme ça à vouloir nous délaisser. On ne peut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais on se bouge 2 fois plus pour exister en fait. Oui, c'est ça. Et donc on se montre un. Là, des projets comme celui-ci, quand on était au dîner paysan, j'ai pris mon pied parce qu'en fait on a cassé les frontières, c'était quelque chose de profondément privé. Donc là, ce coup-ci, on n'avait pas besoin des autorités, des trucs, des machins. Et donc on a amené en fait des producteurs de l'Orne en partie. Et donc il y avait des gens d'ici et ils étaient assez hallucinés de voir le travail que l'on faisait parce qu'eux, ils ont pas, voilà, ils nous disaient on est encore dans des guerres de clochers, puis toujours voilà, très défaitiste, très ci, très ça. Ouais, ils n'en revenaient pas de voir en fait cette espèce de truc qui était en train de se créer. Bon, après, je n'y suis pas pour rien, quoi, mais moi j'aime cette idée de, là par exemple sur le projet des poiriers, ce qui est magique, c'est que contrairement à une vigne où on s'aperçoit, c'est le cas à Vendôme, mais c'est le cas aussi ailleurs, que plus on avance dans les générations, moins les gens sont sensibles en fait à l'héritage qu'ils ont, qu'ils n'ont plus. C'est-à-dire que, je schématise un peu, il n'y a pas si longtemps que ça, chacun faisait son petit vin autour de Vendôme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous pouvez avoir des gens avec une personne qui a, je sais pas, qui a fait sa belle maison de lotissement à un endroit. Le mec adore la bière, il va boire que de la bière. Il a beau avoir de la vigne à côté chez son voisin, ça lui appartient à son voisin, l'un ne goûtera jamais ce que l'autre fait. Et là, c'est dommage parce que vous cassez en fait une espèce de cohérence en fait territoriale, c'est-à-dire que les gens ne s'accaparent plus les richesses de leur propre territoire. Et ça, c'est en partie parce que ça n'est plus chez eux en tant que propriétaires. Et ce qui est magique en fait avec le poirier, c'est que on dit quand on greffe un poirier, on dit souvent, les anciens disaient quelque chose qui est très vrai, c'est 100 ans pour grandir, 100 ans pour produire et 100 ans pour mourir. C'est-à-dire qu'un poirier, la majorité des poiriers qu'on trouve sur le territoire ont été greffés avant la Révolution française. Donc c'est, en termes de patrimoine vivant, c'est incroyable. Et ce qui est magique, c'est que les ramasseurs vont ramasser des poires en dessous de poiriers, mais je sais pas, un propriétaire va en avoir 2, l'autre 5. Et là, en plus, les mairies commencent à replanter parce qu'ils commencent à voir un peu l'intérêt de tout ça, que ce soit identitaire comme patrimonial et même en termes de renommée, parce que quand vous mettez une étiquette sur une étiquette, Perche du Loir-et-Cher, machin, et que vous savez que ça part à Tokyo et un peu partout, bon bah c'est une pub gratuite, quoi. Et c'est comme Chinon, c'est comme tout ça, quoi. Et puis c'est une fierté aussi. Oui, complètement. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, tout ça, dans 50 ans ou dans 100 ans, si vous avez toujours du poiré et vous avez toujours des ramasseurs, eh ben, ils seront toujours obligés de donner, parce qu'on est sur une base de 200 € de la tonne, de ramasser aux propriétaires terriens pour une revente à 2000 €. Et donc en fait, les gens seront toujours dépendants les uns des autres. Et j'aime cette dépendance parce que c'est une dépendance positive. Et donc là, les éleveurs de Percheronne qui replantent, des poiriers, des pommiers, machin, vont forcément, alors soit finiront par produire eux-mêmes, ou par reproduire comme leurs grands-parents, ou alors laisseront les ramasseurs venir, ils reviendront, mais alors forcément quand vous savez que vous avez, je sais pas moi, 10% de la bouteille qui vient de chez vous, c'est forcément plus valorisant que quelque chose où vous vous dites, bah ok, on a des gens qui font du cidre dans le coin, mais moi j'ai pas de verger, et puis voilà quoi, donc vous avez quelque chose, dès lors que c'est de l'ordre de l'appartenance, vous avez forcément un intérêt psychologique, et donc ça va plus loin que certaines régions de vigne, je pense. Ouais, cette cohésion et cette synergie créent une appétence en fierté, en égo. Ouais, je pense, ouais. Oui, et puis je pense qu'on fait partie de ces régions qui ont besoin d'aller dans ce sens-là. Pour avoir habité 2 ans dans le sud, vous avez des territoires où c'est tout l'inverse, ils sont très fiers. Et il y a des fois, mais chez nous c'est tout l'inverse. Au nord de la Loire, c'est vraiment l'inverse. On a beaucoup de richesses, mais les gens sont tellement convaincus que c'est mieux ailleurs, c'est impressionnant. D'ailleurs, la Touraine, on dit qu'il n'y a pas d'accent, on dit que... Oui, on voit ce qu'il n'y a pas, mais on ne voit pas ce qu'il y a. Quoi. On connaît le patrimoine que des châteaux, il n'y a rien de... Après, ça c'est peut-être aussi le problème de la région centre. Ce que je dirais quand c'est Da Vinci News, c'est ça, qui doit venir. À chaque fois, là, depuis 3 ans qu'ils mettent le paquet sur la communication touristique de la Loire, nous, ça fait quasiment 3 ans qu'on ne voit plus beaucoup de touristes ici. Ah ouais. Donc là, puis là, en tant que Covid, c'est dur, quoi. Oui. Et par contre, nos collègues à une demi-heure d'ici cartonnent, ils ont fait un super été, machin, bidule. Donc bon, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous voyez des publicités télévisuelles sur le Languedoc-Roussillon, vous voyez pendant 1 minute un espèce de patchwork des différents paysages que vous pouvez voir, etc. Moi, j'ai grandi en région centre. Ça fait bientôt 40 ans que j'entends toujours des responsables politiques qui disent
on comprend pas parce qu'en fait on fait la pub sur la Loire, mais on n'arrive pas à caler les gens plus de 2 jours quelque part. Enfin, je sais pas, je suis que cuisinier, quoi, mais à première vue, si vous ne faites que communiquer sur le petit trait bleu qui est au milieu de cette grande région, et ben forcément les gens, enfin moi si je veux visiter le Rhône un jour, je ferai forcément ça, quoi. Je resterai 2 ou 3 jours quelque part, c'est juste du bon sens. Si par contre vous commencez à communiquer sur la complémentarité que la Sologne peut avoir avec la Loire, la complémentarité que vous pouvez avoir avec le Perche, avec la Sologne, cette richesse de diversité, d'une part, je pense que vous fixez les gens, et puis de deux, je suis sûr que ces personnes qui seraient venues une fois sur la Loire et ne seraient pas revenues, peuvent venir 10 fois, parce que la Touraine, c'est super, le Perche, elle l'est tout autant, la Sologne tout autant, mais ça n'a rien à voir, quoi. Les uns et les autres n'ont strictement rien à voir. Le Berry, moi je rêve qu'on me donne envie en fait d'aller dans le Berry, mais jusqu'à maintenant on ne me donne pas envie. Et c'est quand même dommage parce que c'est quand même la région centre, et la région centre communique à 90% ou 95% sur la Loire, quoi. Ouais, ça devient fatigant, surtout dans des périodes comme ça devient un peu saoulant. Ouais, c'est quasiment mettre des œillères sur tout ce qu'il y a à côté, quoi. Ah ben ouais, c'est vexant, ça veut dire que... Puis alors nous, doublement, parce qu'on est déjà, en étant percheron, on est déjà sur ce truc où on a du mal à être reconnu des uns et des autres, mais en plus sur la région centre, finalement on s'aperçoit que Vendôme, c'est aussi le cas, en y habitant, on s'aperçoit que Vendôme a à peu près le même état d'esprit par rapport à d'autres régions, la Loire en partie, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça finit par marcher. C'est-à-dire que les gens d'ici, par exemple, sont convaincus que ce n'est pas intéressant. Oui. Ce qui est quand même dingue, parce qu'après, c'est qu'une histoire de valorisation. Combien de territoires nous on est allé visiter dans différentes régions, on s'aperçoit que c'est qu'une histoire de prise de conscience et de personnes finalement, parce que les paysages sont des fois pas plus extraordinaires ailleurs qu'ici, quoi. Et c'est dommage, parce que voilà, c'est qu'une histoire de personnes finalement avant tout, quoi. Et les gens qui disent qu'il n'y a rien à faire ici, en fait, c'est un mensonge. C'est qu'ils n'ont pas Ouais, et beaucoup puis, ou alors il suffit de le stimuler, quoi, et on a des richesses partout, quoi. Enfin, on passe mon temps à me dire que j'ai plein d'idées, mais j'ai souvent des idées qui, visiblement, sont plutôt assez cohérentes et intelligentes. Enfin, c'est peut-être pas une fierté à première vue, mais la rencontre de Montoire est quand même quelque chose qui est illustre et connu du monde entier. Il y a toujours possibilité de tourner les choses comme on le veut. Vous pouvez vous en servir comme étant lieu d'attractivité pour qu'une personne qui est sur la Loire ou je ne sais quoi pour y aller, mais après, à côté de ça, vous avez eu des actes de résistance vraiment exceptionnels ici, et ça peut être tout à fait une façon de mettre en lumière tout ça, mais effectivement, en termes de vitrine, vous vous servez d'un truc qui est extrêmement connu et qui est à première vue pas forcément valorisant, mais après vous le tournez de la façon que vous voulez, quoi. Et à force d'être convaincu de ça, bah, vous finissez par perdre des choses incroyables. Il y avait un musée juste de l'autre côté de la Sarthe, un musée de la Résistance, qui était tenu par des anciens, etc. Et donc ça a fini par fermer. Ils avaient quand même, par exemple, la table où avait été signé le truc des résistants avec Jean Moulin, etc. Ah, d'accord. Avec, où c'était gravé Jean Moulin, enfin de chaque côté. Et ils avaient ça, donc personne n'en voulait. Donc c'est parti en fait à Paris, au musée de la Résistance. Enfin voilà, il y a toujours moyen de s'arranger entre nous et de faire que tout le monde en profite. Et je crois que c'est un peu l'histoire du Perche aussi ici, c'est que vous êtes sur 4 départements, 3 régions administratives, ce qui fait qu'aujourd'hui, jamais le Perche a eu autant une belle image qu'aujourd'hui, grâce aux Parisiens en bonne partie, mais on n'est pas foutu de taper à la porte de l'autre pour dire, bon, ça vous dit qu'on qu'on se prenne la main et puis qu'on y aille, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que derrière tout ça, il y a une économie qui tombe, c'est pas évident. Là, à mon doubleau, j'ai vu une scierie qui, à première vue, n'a rien à voir avec... qui a périclité, donc fermée. Mon père l'a toujours connu, moi j'ai toujours connu, je suis passé devant. Et ça ferme, et puis on trouve normal. En fait, on s'aperçoit que dans les ruralités, bien souvent, les gens qui sont élus, etc., sont des gens d'une troisième génération, ont toujours vu les choses aller que dans un sens, c'est-à-dire fermées. On n'a plus de pharmacie, on n'en a plus qu'une, c'est normal. Oui. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui vient et qui a un projet, même s'il paraît tout à fait cohérent, etc., carré, pour redonner de la vie, ben on va s'en douter, en fait. On va mettre le doute, en fait, sur ces dires. Et finalement, si ça se ferait pas, ça nous arrangerait, quoi. Et de trouver normal que les choses ferment, périclitent, que c'est comme ça et que ça ne doit pas aller dans un autre sens. Et que finalement, quand on pourrait donner de la vie, non, ça fait peur à tout le monde, donc on fait surtout rien, quoi. Heureusement, il y a des gens comme vous, Émile et Oui, tout ça. oui, et puis on s'aperçoit surtout qu'il faut faire sans les élus. Oui. Et puis après, au bout d'un moment, les élus Alors, d'accord. viennent vous voir en disant tiens, j'ai entendu que, il n'y aurait pas moyen que. Et puis voilà, et puis ça se fait. Et puis, mais il faut surtout pas faire attention à ces gens-là, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce sont
beaucoup de petits élus de campagne sont, alors pas tous, mais sont des opportunistes et sont des gens qui sont là pour pouvoir se mettre ça sur le CV, entre guillemets, j'ai été une fois maire de machin. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont pas de volonté de porter quoi que ce soit. Enfin, c'est waouh, mais on les a tous partout, hein, ces gens-là. Et c'est en ça que je trouve dommage que la République ne fasse pas quelque chose. Alors quoi, je sais pas, mais on me dit souvent, tu serais élu, toi, ça bougerait, quoi. Donc pour les auditeurs et les auditrices qui seraient absolument passionnés et avides de savoir plus sur votre projet, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Est-ce qu'ils peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple? Oui, sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook ou Instagram, où on échange. Et puis après, pour ce qui est de la Percheronne, on va créer un site internet et ce sera relativement facile de venir voir les différents éleveurs ou de se balader. Ce qui serait idéal, c'est de prendre un vélo le week-end et puis de venir se balader sur les chemins du Perche et de venir voir nos percheronnes. Et puis après, sur le poirier, voilà, soit au salon, soit toujours pareil, sur la page Facebook ou Insta. Merci beaucoup, Guillaume. Ces réflexions autour de la valorisation du territoire peuvent être appliquées à bien d'autres endroits en France. Et ce sont grâce à des projets qui sont menés par des personnes comme Guillaume que le monde et l'agriculture de demain peuvent évoluer. D'ailleurs, si le sujet vous passionne, je vous conseille l'excellent ouvrage de Maxime de Rostolan, On a 20 ans pour changer le monde, aux éditions Larousse. Je remercie encore Guillaume pour sa disponibilité et son enthousiasme. Évidemment, je ne peux que vous inviter à soutenir autant que possible les restaurateurs et restauratrices près de chez vous. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la ritournelle, on like, on partage, on commente sur le Facebook et l'Instagram de Crack Boom Miam. Et moi je vous dis au mois prochain. Crack Boom Miam est un podcast produit par moi, Audrey Léoté, montage et mixage par Alice Krief, générique par Vincent Bureau et Jean Gillet. Miam.